journal. Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, un observatoire national de dividendes démographiques en gestation au Togo. Un projet de décret est examiné dans ce sens hier en Conseil des ministres. Les détails dans cette édition. Le site Koutamakou dans la préfecture de l'Akiran est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Geneviève Pognon nous dira ce qu'est un patrimoine culturel mondial. Le Parti communiste chinois a en visioconférence hier avec les partis politiques à travers le monde. L'Union pour la République unie a participé au dialogue direct avec le président chinois Xi Jinping. Et puis sport football, la liste des éperviers du Togo pour la double confrontation avec les étalons du Burkina Faso est connue. C'était lors de la conférence de presse animée ce jeudi matin au siège de la Fédération togolaise de football. Radiolomé.tg. Conseil des ministres hier à Lomé sous la présidence du chef de l'État Faure Sozimna Nyanzingbe. 2 projets de décret ont été examinés et adoptés et 5 communications écoutées. Les grandes lignes du Conseil avec vous, Edmond Soba. La première communication écoutée est relative à l'actualisation du mécanisme national d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires présenté par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Une communication qui vise à rendre compte au Conseil des actions entreprises dans le cadre du renforcement de ce mécanisme d'alerte afin de l'adapter à l'évolution du contexte sécuritaire actuel. La deuxième communication est relative à la carte scolaire. Elle a pour objectif de rendre compte de l'état actuel de la carte scolaire, de la phase pilote, de son actualisation et de la simulation des besoins futurs en matière d'infrastructures scolaires et d'enseignement. La troisième communication évoque le bilan de la campagne nationale de reboisement. Dans le souci de restaurer les écosystèmes dégradés du Togo et lutter contre le changement climatique pour garantir le bien-être des populations, le gouvernement a inscrit le reboisement parmi les priorités nationales. Ainsi, dans le cadre de la campagne 2023, il est envisagé la mise en terre de 14 millions de plants sur une superficie d'environ 11 000 hectares, dont 2 millions de plants pour la seule journée du 1er juin 2023. La quatrième communication, relative aux résultats du port autonome de Lomé de 2018-2022, vise à présenter les améliorations significatives intervenues dans les performances opérationnelles et financières du port autonome de Lomé au cours de la période. La dernière communication, la cinquième, est relative au projet de professionnalisation du football togolais à travers une meilleure organisation des équipes, une amélioration des infrastructures et de nouvelles normes de gestion économique. Auparavant, le Conseil a examiné et adopté 2 projets de décret. Le premier projet de décret examiné et adopté est relatif au mécanisme de gestion du carbone. L'adoption de ce texte qui fixe les règles relatives au mécanisme de gestion du carbone va permettre de stimuler le stockage de carbone tout en contribuant au respect des engagements internationaux du Togo en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Le Conseil a ensuite examiné un deuxième projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Observatoire national du dividende démographique. Des détails sur ce projet de décret avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayewadan. Pour expliquer plus simplement, lorsqu'on parle de dividendes démographiques, il faut se figurer tout simplement une population. Et dans cette population, on a la part des non-actifs ou des personnes dépendantes, c'est-à-dire moins de 5 ans, moins de 20 ans, plus de 65 ans. On a la part des personnes dépendantes et la part des personnes actives. Et le dividende est tiré de ce que la part des personnes actives est plus importante que la part des personnes dépendantes. Et vous comprenez entre les lignes que si vous avez une part de personnes actives
plus élevée qu'une part de personnes dépendantes, les personnes actives peuvent financer la dépendance des personnes non actives. Et pour atteindre ce dividende-là, il y a des préalables. Mais une fois que vous avez atteint ce dividende-là également, il y a un dividende. Et le dividende, c'est d'abord la capacité de cette part de population à travailler pour produire, la capacité à investir, la capacité à consommer et la capacité à créer de l'épargne. Et tous ces éléments doivent permettre ou faciliter le développement d'un pays. Donc, le dividende démographique, peut-être pour dire les choses simplement, c'est ce bénéfice que l'on va tirer de ce que les investissements antérieurs en matière de santé, en matière d'éducation, etc., de fécondité, ont permis à un État d'augmenter sa part de population active, on va dire au détriment de la part de population dépendante et d'en tirer le meilleur profit. Le gouvernement travaillait avec certaines institutions pour pouvoir identifier non seulement ce dividende et l'exploiter, mais c'est justement pour affiner, améliorer l'identification de ce dividende et accompagner les politiques publiques qu'un observatoire qui sera désormais dédié exclusivement à la détermination de ce dividende a été mis en place. Parlons politique. L'Union pour la République unie a participé hier mercredi au dialogue entre le Parti communiste chinois PCC et des partis politiques des 4 coins du monde. Cette rencontre en visioconférence a été axée sur le thème « La voie vers la modernisation, la responsabilité des partis politiques ». Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois, a présidé cette rencontre. Charlotte Ahar. Ce dialogue entre les dirigeants du Parti communiste chinois et les organisations de partis politiques, ainsi que les chefs d'État, a connu la participation de plus de 500 partis politiques et plus de 1000 personnalités. L'initiative permet au PCC d'engager un dialogue approfondi avec les dirigeants politiques du monde afin d'explorer la voie vers une modernisation. La militante du parti UNIR, Chantal Yawa Djigbodi Tchegan, présidente de l'Assemblée nationale, a, au nom du président du parti UNIR, Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République, adressé ses félicitations pour la tenue de ce dialogue. Je saisis cette opportunité pour saluer l'excellence des liens d'amitié et de solidarité qui existent fort heureusement entre le PCC et le parti UNIR. Les activités multiformes, comme les visites, formations et réunions ont permis aux deux partis de renforcer leur confiance politique mutuelle. Je considère ces signes comme la parfaite manifestation de la longévité et de la solidité des relations que le PCC entretient avec UNIR. La rencontre s'inscrit également dans la poursuite de la dynamique des efforts concertés pour construire une communauté exemplaire. Madame Yawa Djigbodi Tchegan a partagé la position du parti UNIR sur le thème de ce dialogue. À Union pour la République, nous reconnaissons qu'il n'existe pas de modèle unique de développement et qu'il appartient à chaque peuple, sous la direction de ses dirigeants légitimes et représentants au pouvoir, de rechercher la meilleure voie pour sa modernisation et son développement. Dans cette quête, pour le bien-être de nos populations, notre grand parti UNIR, sous le leadership de son Excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé, a opéré depuis 2012 de profondes transformations de notre économie. Cette nouvelle vision a permis de mettre en place des mécanismes et des politiques publiques propices à une prospérité partagée. Dans cette optique, nous partageons l'initiative de promotion d'un dialogue entre les civilisations à travers des interactions de même qu'une coopération intensive dans les domaines tels que l'éducation, la science, la culture, le sport ou le tourisme. La Chine a déjà organisé le premier dialogue de ce type à Beijing en 2017. Ne vous trompez pas de fréquence. Vous êtes bien sûr sur la Média Radio, la station du plaisir.
Les gestionnaires des sites culturels et points focaux venus du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée sont en formation depuis hier à Lomé. Ils revisitent les textes de la Convention de l'UNESCO de 1972. Il s'agit d'amener ces acteurs à améliorer la gestion et la conservation des sites culturels. Philippe Delange, spécialiste programme bureau régional UNESCO Abuja. Il va s'agir d'une revision des listes tentatives qu'on a en Afrique de l'Ouest, puisqu'il faut d'abord avoir une liste tentative de gouvernement qui choisit bien évidemment les sites et qu'il voudrait mettre sur la liste du patrimoine mondial. Deuxièmement, je crois qu'il s'agira surtout de la gestion des sites. Si on prend par exemple le site de Koutamakoum ici au Togo, c'est un site très vaste où on voit d'un côté que la population est vraiment prête et le gouvernement est très prêt, avec des initiatives très récentes d'ailleurs, préserver cette culture traditionnelle. Mais d'un autre côté, où il y a quand même d'énormes défis pour la population locale, non seulement en termes de conservation, mais aussi en termes de vie quotidienne. Des problèmes de déboissement, problèmes d'agriculture, des problèmes d'irrigation. Donc voir un peu comment on peut améliorer cette gestion de sites en général. À l'instant, Philippe Delange, spécialiste programme à l'UNESCO, l'UNESCO qui a inscrit sur sa liste culturelle la liste du patrimoine mondial au Togo, Koutamakou, dans la préfecture de l'Akéran, est l'unique site à l'UNESCO. Que peut-on comprendre par patrimoine culturel mondial? Réponse dans ce dossier de Geneviève Pognon. Nul ne peut ignorer l'important rôle que jouent les sites culturels classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils constituent des sites touristiques qui génèrent de l'économie au pays compte tenu de leur authenticité, de leur valeur universelle exceptionnelle. Adama Aïkwe, directeur du patrimoine culturel au Togo. À la base, c'est la Convention de 1972 qui régit tout ce qui est patrimoine mondial. Ce patrimoine-là qui n'appartient pas seulement au Togo, mais à toute l'humanité. Le Togo est entouré de pays qui ont au moins 2 patrimoines inscrits, mais le Togo n'a qu'un seul patrimoine, le Koutamakou. C'est des sites qui ont des valeurs exceptionnelles. C'est des sites qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est des sites qui ne sont pas comme les autres. Et là, l'UNESCO a des critères, et c'est grâce à ces critères-là qu'on arrive à les classer. On les classe, et c'est un label. L'UNESCO délivre ce label à ces sites-là. Et c'est toute une bataille, ce n'est pas aussi facile que ça. C'est ce qui fait que vous allez même voir des pays qui n'ont pas de site inscrit. À part Koutamakou, le seul site togolais inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, d'autres sites sont sur la liste indicative de l'organisme onusien pour leur nomination patrimoine mondial. Retrouvons Adama Aïkwe. Nous avons une liste qu'on appelle la liste indicative. Et c'est cette liste indicative-là qu'on pioche. D'accord, sur la liste indicative, nous avons passé les grottes de Nok et de Mamprouk. Nous avons l'agglomération Anéhoglidi. Nous avons encore d'autres. Et il faudrait quand même arriver à inscrire ces sites-là sur la liste indicative avant que l'UNESCO ne fasse la validation. On va voir les sites par rapport à leur spécificité. Parce qu'il y a des sites naturels et des sites culturels. Il y a des sites historiques. Donc ces spécificités vont être revisitées pour qu'on puisse voir dans quelles conditions on peut booster la représentativité des sites togolais sur la liste du patrimoine mondial. Bon, déjà, il faut dire que le site de Bassar, la métallurgie de fer de Bassar est assez avancée. Vivement que des efforts soient faits pour que ces sites soient inscrits au patrimoine mondial pour notre bonheur. Nous sommes en mars et la femme est toujours à l'honneur. Le digital étant au cœur de la célébration de cette année, l'Association des femmes juristes du Togo a saisi cette occasion pour organiser une conférence débat sur le thème « Le leadership féminin à l'ère du numérique ». Les échanges se sont déroulés hier à l'université de Lomé. Hélène Assabi. Selon un rapport de ONU Femmes publié l'année dernière, les femmes représentent moins d'un tiers des personnes travaillant dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Il faut donc accroître leur représentation dans le domaine afin de les positionner dans l'industrie du futur. Madame Azibli, épouse Wolu Emidi, avocate, présidente de l'Association des femmes juristes du Togo. Aujourd'hui, c'est la technologie, promouvoir le numérique qui est un atout indéniable au développement de manière générale aujourd'hui et au développement de la femme. Aujourd'hui, beaucoup de choses se font en ligne. La femme peut s'auto-former aujourd'hui par Internet et dans cette auto-formation, créer elle-même des activités
entreprendre à partir du digital. Au Togo, nous avons un ministre du numérique. Donc nous estimons qu'avec ces journées de sensibilisation comme nous le faisons aujourd'hui, les choses iront mieux. Elles étaient nombreuses à prendre part à cette conférence débat, des femmes juristes ainsi que des étudiantes des universités publiques et privées. Mani Lelenda, l'une des étudiantes, se prononce à l'issue des échanges. Je suis d'abord très fière d'avoir participé à cette conférence. Elle a été tellement fructueuse. J'ai appris ce que l'innovation dans le domaine de la technologie peut apporter aux jeunes que nous sommes et particulièrement les jeunes dames. Également, durant cette conférence, on nous a donné les opportunités que nous offre le digital aujourd'hui. Qu'on peut développer le commerce avec la digitalisation, qu'on peut également étudier sans se déplacer, sans même les moyens, parce qu'il y a des plateformes gratuites qui nous sont ouvertes et nous devons également utiliser nos réseaux sociaux à bon escient. Elle sera certainement une femme leader d'origine béninoise. Yacoubou Zaratou Firial, élève en première année de diplôme comptabilité et gestion, est sacrée championne de la 7e édition du concours d'éloquence organisé par l'École supérieure d'audit et de management ESAM. Cette édition s'est déroulée hier à Lomé. Objectif, offrir aux élèves de cet établissement privé toutes les chances pour s'imposer dans la vie active. Compte rendu, Nabara Nafara Noudar. L'événement s'est déroulé dans la salle panoramique de cette école. Ils sont au total 10 candidats à avoir compéti sur des thèmes qui constituent des valeurs et principes de l'ESAM, à savoir le travail, l'efficience, la compétence, l'empathie, l'humain, le savoir, l'équité, l'efficacité, la spiritualité et l'intégrité. Les finalistes ont été notés sur certains critères, entre autres l'originalité et le respect du chrono. Pour le directeur général de l'ESAM, Roger Mifetou, les attentes sont comblées. Les attentes sont comblées, donc je ne peux qu'être un papa heureux. Le concours d'éloquence permet d'abord de compétir, c'est un élément de motivation. Et l'art oratoire, c'est de dire que j'ai bien fait, j'ai essayé, je dois faire mieux encore. Il y en a certains parmi eux là, ils étaient timides quand ils sont arrivés ici. Vous ne pouvez pas leur arracher une phrase. Mais aujourd'hui, voilà qu'ils sont devenus vainqueurs. Donc c'est l'essence même de cette école. À la fin de la cérémonie, quelques participants ont donné leur impression. Je suis vraiment impressionnée par les talents de mes camarades parce qu'aujourd'hui, ils nous ont épatés parce que le niveau était vraiment élevé. Tout s'est bien passé, je les ai tous appréciés. Surtout le côté organisationnel, je l'ai apprécié. Ça m'a tellement plu. Si c'était moi, eux tous ils ont gagné. L'art oratoire, la rhétorique, la clarté, la précision et la concision du langage font partie intégrante de la formation dans cette école. Ce concours organisé par l'ESAM et ses partenaires a mobilisé plus de 400 personnes. Et puis, suite de notre série de dossiers sur les femmes revendeuses d'Atikoji, elles se battent pour joindre les deux bouts et subvenir aux besoins de leur famille. Toutefois, elles se font aussi aider par les taximens dans leur quotidien. Pakom Johnson. Ces femmes sont spécialisées dans la vente des légumes, notamment les épinards, adémais, laitue et les tubercules comme les pommes de terre. Les produits qui ne sont pas cultivés au Togo sont commandés de l'extérieur, explique une des revendeuses. Nous faisons nos commandes et nous sommes servis. Nous avons des chauffeurs à qui on confie les marchandises. Ils nous les apportent du Burkina Faso et autres pays voisins. Pour la sécurisation de leur vente, elles se font aider par les tassimènes et les conducteurs de taximoto. Si les femmes arrivent, elles viennent acheter les produits ici et nous, on les transporte jusqu'à leur lieu de vente. Des fois, après avoir acheté ces denrées, les voleurs viennent les ramasser. Donc nous, on se charge de sécuriser les marchandises après avoir discuté des prix avec elles. Si tout est conclu, nous, on transporte ces marchandises à ces femmes jusqu'à chez elles. C'est une activité qui permet aux conducteurs aussi de joindre les deux.
Ce communiqué de la LONATO, la Loterie nationale togolaise, porte à la connaissance de la population qu'il lui est donné de constater que des individus mal intentionnés diffusent sur les réseaux sociaux de faux avis de recrutement de collecteurs en vue de leur mise en place de nouveaux points de jeu. La LONATO dément formellement être à l'origine de ces faux avis et décline toute responsabilité devant ces faits qui relèvent de l'escroquerie. Par conséquent, elle invite la population à plus de vigilance afin de ne pas tomber dans le piège de ces arnaqueurs. Par ailleurs, elle tient à informer la population que des investigations sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes malveillants qui seront soumis à la rigueur de la loi. Magazine agricole avant la page des sports. La campagne agricole a commencé dans certaines localités et les animaux doivent retourner dans leurs habitats. Des habitats qui doivent répondre donc aux normes sanitaires pour assurer une bonne santé aux animaux. Comment doit se présenter un poulailler traditionnel amélioré? La réponse avec Odette Pira. Un poulailler traditionnel amélioré doit respecter certaines normes sanitaires. Il doit disposer des équipements d'élevage. Docteur Boukaya Abdou, vétérinaire. Tous les facteurs environnementaux qui s'opposent à eux. Et ils ont besoin de repos également. Il faut absolument leur trouver un habitat. C'est pour cette raison que les PTA ont été initiés pour améliorer, en tout cas, les anciens poulaillers qui existaient. Un poulailler comme PTA est constitué d'un abri ou bien avec une cour et qui dispose de façon générale des équipements d'élevage comme les abreuvoirs, les mangeoires, les râteliers, les couloirs de contention pour les autres animaux. En plus de cela, il faut absolument une fosse fumière pour faciliter la gestion des déjections qui sont recueillies. Un bon PTA doit être éclairé, propre et toujours désinfecté pour assurer la santé de la volaille. Il doit être proportionné à l'effectif des animaux. Le surpeuplement conduit à une baisse de production consécutive au confinement de l'air et puis aux étouffements. Le PTA doit être également sec, en tout cas les murs, le sol, le toit doit être lisse, en tout cas facile à nettoyer, désinfecter. Il faut éviter que l'humidité s'installe pour favoriser le développement des maladies telles que les moisissures, les parasites. Un poulailler traditionnel doit être éclairé à la lumière du jour, notamment lorsque c'est fait comme ça favorise la santé du mal. La circulation de l'air très importante dans un PTA pour le confinement. Il faut éviter ça et lorsqu'il y a aération, cela améliore également la santé. Un bon PTA, un bon poulailler traditionnel amélioré doit être nettoyé et désinfecté régulièrement. Comment réussir son élevage? Rendez-vous jeudi prochain. La Ligue européenne des champions de football a connu les derniers clubs qualifiés pour les quarts de finale de la compétition. C'était hier à l'issue des derniers matchs des huitièmes de finale retour. Pendant ce temps, les éperviers du Togo qui défendront les couleurs nationales contre les étalons du Burkina Faso sont connus. Solim Lemon. Paulo Duarte, sélectionneur national des éperviers du Togo, a convoqué 26 éperviers pour la double confrontation contre les étalons du Burkina Faso, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2024. 3 gardiens de but, dont un nouveau, Steven Folly-Messan, évoluant dans le club de Hamburger SV2 en Allemagne. 7 défenseurs avec Roland Amouzou d'Asco de Kara et les habitués de la sélection. 6 milieux de terrain et 10 attaquants, parmi lesquels on retrouve Abdou Ouattara Moutalebou d'Asco de Kara, Marcel Evra Agbagnon de l'AS OTR. Pour rappel, le Togo se déplace au Maroc le 24 mars pour y affronter les étalons pour la 3e journée avant de recevoir le 28 mars au stade de Kégué pour le compte de la 4e journée de ces éliminatoires. Le Togo est dernier de son groupe avec un petit point au compteur. Le championnat militaire et paramilitaire de football de la 37e édition connaîtra son apothéose ce vendredi à 15h au stade municipal de Lomé. Face à face, gendarmerie nationale et police nationale. Toujours sur le plan national, les éperviers U20 seront en stage à Lomé du 20 au 28 mars 2023. Pour ce regroupement,
Le sélectionneur national King Messan Ametokodo a convoqué 26 joueurs. Le stage de Lomé entre dans la droite ligne de la préparation de la première édition de la Coupe UFOAB des moins de 20 ans chez les masculins. Toujours dans le cadre des préparatifs de la première édition de la Coupe UFOAB des moins de 20 ans chez les dames, le sélectionneur national Théophile Kpakpo Koumi a présélectionné 40 éperviers dames pour un stage les 25 et 26 mars à Lomé. À l'issue de ce premier regroupement, 26 joueuses seront retenues pour un prochain stage. Ligue européenne des champions, Chelsea, Benfica, Bayern Munich, AC Milan, Manchester City, Inter Milan, Naples et le Real Madrid sont qualifiés pour les quarts de finale de la compétition. Le tirage au sort est prévu pour ce vendredi à 12h. Et puis, Gianni Infantino a été réélu président de la FIFA ce jeudi pour jusqu'en 2027. C'était à Kigali, au Rwanda, lors du 73e congrès de l'instance. Sans adversaire, il a été reconduit à son poste par acclamation à l'unanimité. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg